bienvenue sur WIP, ce nouveau projet qu'on est en train de construire avec la bande des poteaux, donc avec Alexandre, avec Virginie, avec Valentine, avec Théo et avec Florian. Donc je suis hyper contente de voir des têtes connues et de découvrir peut-être de nouveaux visages qui vont essayer de voir ce que c'est que WIP. Donc WIP, on va en parler un petit peu pour présenter un petit peu ce que c'est, puisque c'est nouveau, etc. Vous voyez, on a ce super fond et tout, avec les petites étoiles européennes, c'est stylé. Parce que moi, du coup, je vais m'occuper de l'Europe. On va pas changer ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire sur WIP WIP, ça va être quoi? Ça va être une chaîne qui parle effectivement de politique, avec des streams, comme vous avez l'habitude d'en voir. Et on va aussi faire de la VOD. On a l'ambition de faire de la VOD, de faire des petits formats courts pour vous expliquer des trucs, des trucs un peu basiques et tout. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que c'est que la Commission européenne, ou comment fonctionne le Parlement canadien, c'est quoi l'ONU, c'est quoi une commission parlementaire à l'Assemblée nationale. On va essayer de développer tout ça avec vous. Donc on est super contents, on est tous un peu stressés aussi. Enfin, on va pas se mentir, parce que on monte tout ça depuis à peu près 3 semaines qu'on bosse là-dessus. On est hyper chaud, on est hyper contents. Et d'abord, je voulais aussi remercier Valentine, Virginie, Alexandre, Florian et Théo, parce que ça fait 3 semaines qu'on bosse tous ensemble et que c'est hyper cool. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Déjà, bonjour. Bonjour Fanny, bonjour Drag, bonjour Théo, du coup de l'équipe. Bonjour Grand Froid, bonjour Gultic, salut Petite Crevette, salut Harris, salut Fanny, enfin bref, Lubu et tout ça. Bonjour, bonjour. C'est vraiment trop trop chouette. Je suis trop contente. Et voyez, j'ai même un petit peu les cheveux verts, c'est trop stylé. Moi, je suis trop contente d'avoir les petits cheveux verts comme ça. C'est hyper stylé. Bref, et donc aujourd'hui, on va inaugurer donc WIP, mais on inaugure aussi Bruxelles. Voyez le super logo qu'a fait Théo qui est juste au-dessus. Donc ça va être l'émission sur l'Europe que moi je vais présenter. On va du coup continuer à parler d'Europe, toujours plus d'Europe. Ah, le fond qui bouge. Il faut que je bouge pas trop. On va parler d'Europe. Ça va être stylé. En plus, on va développer les formats vidéo et tout. J'ai hâte de vous montrer ça. Ça va vraiment être trop trop cool. Enfin, on est hyper emballés, vous voyez, on est hyper chaud. On a bossé toute la journée pour préparer ce qui se passe ce soir. Donc voilà, donc il va y avoir Florian sur le Canada, Alexandre sur les questions internationales, Valentine sur l'Assemblée nationale, et Théo qui va s'occuper de l'exécutif et des partis politiques avec son émission qui s'appellera France of Jupiter, pour le petit jeu de mots, et moi ce sera sur l'Europe, comme vous vous en doutez. On va passer du coup à la présentation de Bruxelles, et je vois déjà la première question. On veut l'explication sur le cul. Et tout simplement parce que y a des gens qui prononcent mal le nom de la ville qui s'appelle du coup Bruxelles. Vous savez, on dit toujours que c'est Bruxelles qui fait les règles européennes. On ne parle pas d'Union européenne, mais on donne le nom de la ville où les institutions européennes sont basées. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent Bruxelles, alors qu'en fait ça se prononce Bruxelles. Et donc moi j'ai voulu jouer avec cette petite chose et appeler ça Bruxelles, pour bien appuyer sur cette sonorité qui n'est pas du tout juste en vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je crois que j'ai fait un peu le tour sur la présentation. Ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver au Parlement européen et on va parler des élections européennes. Et vous avez vu certainement dans l'actu que les listes transnationales qui sont souhaitées par Emmanuel Macron notamment ont été rejetées par le Parlement européen. Et donc on va écouter le débat sur ça. On va pas regarder le vote parce que le vote c'est pas très intéressant, mais en tout cas on va commenter ensemble tout le débat sur la composition du Parlement européen, parce que vous le savez, les Britanniques partent en 2019, ils partent le 29 mars 2019 et les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. Donc il y a 73 sièges qui étaient aux Britanniques qui sont vacants. Et donc la question c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces sièges. Et donc le Parlement européen a commencé un peu à travailler là-dessus et à proposer du coup la nouvelle tête qu'aura le Parlement européen en 2019. Donc il y a quelques petits changements et on va commenter ça ensemble et on va expliquer tout ça ensemble. Voilà, très content de te revoir en live Jennifer, mais moi je suis trop contente aussi de reprendre le stream.
J'aime bien streamer. En vrai, j'étais trop stressée et tout à l'heure en me disant putain, mais si je dis des conneries et tout. Mais en vrai, je suis trop contente de pouvoir streamer, etc. Et de voir des têtes connues en plus. C'est super chouette que vous soyez au rendez-vous. Donc voilà. Des gens demandent qu'est-ce que c'est que whip. Bah, j'ai dit ce que c'était whip. Ah, la signification du mot whip. Alors, en fait, derrière moi, il y a Alexandre et Virginie qui sont là pour me soutenir mentalement et faire la modération. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire whip ? Eh ben, en anglais, ça veut dire fouetter. Et oui. Mais sauf qu'on n'est pas du tout sadomaso et on n'est pas fan de 50 Shades of Grey, pas du tout. En vrai, c'est parce que c'est un rôle qu'on retrouve dans pas mal d'institutions, notamment au Parlement européen, notamment au Parlement, à l'Assemblée nationale. En fait, ce sont des responsables de groupe. C'est eux qui s'occupent de gérer la discipline de groupe dans des commissions parlementaires notamment. Donc par exemple, je sais pas... Oh putain, Drac! Un don. Merci Drac pour ton don de 10 €. Joie, amour et volupté pour ce premier stream et tous les prochains. Félicitations. Ah, j'ai pas la suite. Merci Drac, c'est trop cool. Putain, on a déjà 10 balles. Ah. Faites péter les billets. Non, vraiment, merci beaucoup. Donc, je reviens aux explications sur WIP. Donc, en fait, c'est le responsable d'un groupe dans une commission parlementaire, notamment, qui s'occupe de la discipline et notamment des votes, pour bien vérifier que tout le monde, que tous les députés soient présents pour le vote, voilà. Enfin, bref, c'est vraiment de la... En gros, bah voilà, la personne fouette, quoi. Elle avec son petit fouet et puis elle veille à ce que tout le monde fasse bien comme le groupe il a dit. Voilà. Donc c'est ça, on a décidé de l'appeler WIP après un vote. On a voté et tout pour trouver le nom et tout. On a fait vraiment ça en démocratie. Et on est des oufs. On a fait un vote à 2 tours, les gars, quoi. Enfin, on était vraiment chaud du cul, comme on dit. Et ouais, donc on a décidé ça parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Donc on s'est dit que c'était super cool. Voilà, donc j'espère que cette explication vous convient. Vous aurez très bientôt une VOD sur les whips. Et oui, voilà, Valentine va vous faire une VOD sur les whips. Elle l'a déjà écrite, etc. Il manque plus qu'à la tourner, mais on va vous faire ça. Et comme ça, on vous expliquera plus en détail parce que Valentine gère beaucoup mieux le concept que moi. Voilà, Valentine est pro. C'était quoi les autres propositions de nom ? Alors, est-ce qu'on en parle ? Je suis pas sûre qu'on va aller sur ce terrain parce que, franchement, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait Politburo, et c'est vrai. Il y avait quoi ? Il y avait 36-15 République à un moment donné aussi. Il y avait... qu'est-ce qu'il y avait quoi ? Ouais, il y avait Stupide Echo comme nom. Mais comme c'était déjà pris, on l'a pas pris. Il y avait quoi ? Je me rappelle plus. On avait 36 propositions quand même. Hein. Enfin, vraiment, on était chaud. Hein. Et après, on en a sélectionné 6 et après, on a fait un second tour. Mais vraiment, on a été démocrate et tout avec un beau fichier Excel qui a fait Théo. Voilà, donc comme quoi, on décide tous en démocratie chez nous. Mais la démocratie, c'est bientôt mort. Hein. Très clairement, on a fait ça démocratiquement, mais maintenant, c'est la dictature. Politburo, l'hommage, ça me touche. Après 8 bières, le nom, c'est pas le plus important. Non, c'est vrai que... Mais on n'a pas bu quand on a choisi le nom, hein, vraiment. Hein. Non, il y avait quoi d'autre sinon je me souviens plus. WIP, c'était tellement mieux. Il y avait WIP politique. Il y avait... Ouais, c'est pas très intéressant en vrai. On pourrait vous retrouver le fichier Excel, mais la flemme. Voilà. Donc bonsoir à ceux qui arrivent. C'est cool. Bah, je pense qu'on va commencer du coup. Il y a Alexandre qui arrive et tout, qui fait mon régisseur trop mignon. Mais on va commencer. On va vous montrer le super jingle. Parce que déjà, le beau jingle que vous avez vu là, hein, on dit merci à Théo parce que le jingle de WIP est génial. Mais là, vous allez voir celui de Bruxelles. Et ça pète tout. Je suis trop refaite. Allez, c'est parti. Voilà, on attend le Parlement européen derrière, ça vient. Hop, je me décale. C'est... Voilà, super. Hop, on se retrouve au Parlement. Par contre, est-ce qu'il y a moyen que je les chatte en plus gros ou pas ? Pour l'instant, non, désolé. Ah, bon bah tant pis, je vais faire genre... Bah, je suis bigleuse, donc je vais me forcer, tant pis. Excusez-moi si je peux pas tout lire, mais parce que je suis un peu bigleuse et que c'est un pipiti. Mais c'est pas grave, on va commencer du coup le débat. Je laisse Alexandre mettre sur play. Et c'est parti. On va parler du coup de la composition du Parlement européen après le Brexit, donc pour les prochaines élections 2019 qui auront lieu en mai. Jen est trop grande. Alors, très sympa ce générique. Vous avez vu ?
Et on parle plus près du micro, pardon, je parle plus près du micro. Et le générique est trop stylé. Alors, je commence pour vous... Enfin, je la laisse faire sa petite introduction. Ah, on n'entend pas. Ah, oui, c'est normal. Ah, c'est normal, ça arrive. Moi, j'entends, mais ça arrive, excusez-nous. Les petits bugs du début. Hop. Et c'est parce que... Ah bah oui. Ah. Ça vient. De Madame Hübner et de Monsieur Silva Pereira C'est bon, là, sur vous la entendez composition du Parlement européen. La parole à Madame Hübner en premier lieu pour 4 minutes. Thank you very much, President. Merci. Voilà, c'est Monsieur bon. le Président, C'est parti. aujourd'hui, nous allons voter sur la composition du Parlement européen pour les élections européennes de 2019. Allez, c'est parti. Un moment où le système démocratique est remis en question par certains. L'élection est l'expression démocratique de la volonté des citoyens. Il s'agit on a de la bonne voix de traduction. européenne et nous, en tant que membres de l'Union Donc là, il s'agit de Danuta Maria Hübner, pardon. Elle est polonaise, elle fait partie du groupe PPE et en fait, elle a été la rapporteure sur la composition du Parlement européen, puisqu'en fait, dans l'organisation, c'est que le Parlement européen propose sa nouvelle composition. Il fait une petite proposition qu'il envoie ensuite au Conseil européen et le Conseil européen a le dernier mot au final et décide si oui ou non il va suivre le Parlement européen ou s'il va faire quelques petits ajustements. Voilà. Donc clairement, là, le Parlement européen fait sa proposition et les députés européens, en fait, après ce débat, ont voté sur le texte, sur la résolution et sur la proposition de texte qui a été envoyée du coup maintenant au Conseil européen. Et donc, elle a été co-rapporteure sur ce sujet. Et donc, en fait, c'est la présidente de la commission des affaires constitutionnelles au Parlement européen, donc elle pèse dans le game au niveau du Parlement européen. Et elle a aussi été ministre des Affaires européennes en Pologne. Donc, voilà. Ainsi que le fait que certains États membres sont sous-représentés. Le Brexit a créé elle est pas au PIS. une situation pour l'Union européenne qui a une incidence sur la composition de notre Assemblée. L'un des pays... Alors, on commente effectivement en différé, comme le dit, je crois, Perceval, parce que l'incrustation de ton bleu est bof. Mais ça date du 7 février, en fait. C'était le 7 février dernier qu'il y a eu ce débat et le vote au Parlement européen sur la nouvelle composition du Parlement européen après le Brexit, donc en 2019. Se fondant sur la création de la base juridique visant à créer la liste transnationale pour les élections européennes en réduisant le nombre de sièges en passant de 751 à 705 sièges. Voilà, donc première annonce, le rapport appelle à ce qu'on réduise le nombre de députés parce qu'en ce moment, pendant cette législature, il y avait 751 députés européens, présidents inclus, et le rapport préconise qu'on passe à 705 députés, puisque ça prend en compte le fait que les 73 sièges des Britanniques étant vacants, et ben on en enlève une partie, parce que déjà ça fait des réductions de coûts et aussi pour en fait anticiper l'adhésion de nouveaux États membres, notamment les Balkans, qui pourraient adhérer d'ici à 2025, voire un peu plus tard, mais pas avant, en tout cas d'après ce que Juncker avait dit. Mais en tout cas, c'est dans cette optique-là. Nous allons parvenir Il y a le curseur qui freine. Attendez. Une majorité en plénière également aujourd'hui. Vestager 2019, pardon, je m'emporte légèrement. On verra Vestager qui semblerait n'a pas envie d'être président de la Commission européenne, mais qui a envie de rester à la concurrence. Concernant sa composition. Je vous remercie. Bonsoir Loustic. L'alerte est super forte, oui c'est vrai, mais c'est parce qu'on est trop content quand on a des dons évidemment. Non, on va s'ajuster, hein. Effectivement c'est le premier live, on est vraiment on patauge un peu dans la smoule, mais c'est normal, c'est fait avec les moyens du bord et c'est quand même... moi je tiens à féliciter Alexandre qui a vraiment fait un setup de folie et en plus il m'a permis d'avoir les cheveux verts, ce qui est stylé. Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, là il s'agit de Pedro Silva Pereira, qui est portugais. Sur la composition du Parlement, que je présente avec ma collègue Danuta Hübner. Et donc il est co-rapporteur. Atteindre un objectif qui n'a jamais été atteint, avoir un Parlement
avec une représentation plus juste et garantir dans le même temps qu'aucun pays ne perdra de siège. Ça semble simple, mais ça n'a jamais été fait. On va parler, etc. Je vais aussi vous parler un peu de la représentation des États au sein du Parlement européen. Et vous allez entendre pas mal de la proportionnelle dégressive. Vous en faites pas, on va prendre le temps d'expliquer tout ça. Je vais le faire un peu plus tard quand les interventions vont être assez répétitives et qu'on va se faire un peu chier. Du Parlement dans le contexte du Brexit. Je vous laisse un peu écouter quand même. Nous avons la possibilité de redistribuer au moins quelques-uns des sièges du Royaume-Uni. Bien évidemment, par le passé, les tensions entre perdants et gagnants empêchaient que l'on ne déroge au statu quo et qu'on s'achemine vers des solutions pragmatiques avec les compromis politiques qui étaient à portée de main. Et donc, on était toujours en deçà d'une représentation plus juste. Ici, il n'en est rien. Avec cette proposition, nous avons une opportunité fantastique qui nous est offerte d'avoir enfin un Parlement plus juste, qui représente plus fidèlement la population des États membres et qui, dans le même temps, garantit qu'aucun État membre ne perdra de siège au sein du Parlement. Proportionnelle dégressive, donc. On va en parler. C'est possible et il ne faut pas laisser passer cette occasion. Au revoir, grand froid. La redistribution des sièges du Royaume-Uni devrait être limitée, c'est vrai, car les citoyens ne comprendraient pas qu'un pays grand sorte de l'Union européenne et qu'il n'y ait pas de réduction de la taille du Parlement européen. Mais il est nécessaire de procéder à une forme de redistribution des sièges si l'on ne souhaite pas laisser passer cette occasion. On a entendu les avis des experts, on a entendu les avis au sein du Parlement, à commencer par les rapporteurs fictifs, et la proposition... On critique pas les interprètes, c'est du boulot de dingue ce qu'ils font. Et la suivante. Tout d'abord, tous les pays devraient maintenir le nombre de députés qu'ils ont aujourd'hui. C'est le principe de base. Personne ne perd de siège au Parlement européen malgré le Brexit. Et donc la diminution des sièges de 751 à 705. Aucun État membre ne perd de siège. Qui actuellement sont sous-représentés. C'est une proposition juste, équilibrée, viable sur le plan politique et qui a déjà pu compter sur le soutien de la Commission des affaires constitutionnelles. On espère que ce texte sera adopté également par la plénière aujourd'hui. Notre clé de répartition, ce n'est pas l'application des nombreuses formules mathématiques qui ont été discutées et qui n'ont pas pu permettre de dégager un consensus technique une simple solution pragmatique, c'est-à-dire la solution trouvée jusqu'ici. Pas changer assiette au fromage. C'est une solution qui se fonde sur des principes, le principe de proportionnalité dégressive et le principe selon lequel aucun État ne doit perdre de siège. On redistribue seulement 27... Il est sympa le nouveau design d'Acropolis, mais je croyais que j'allais changer de chaîne, c'était pas ça. Eh bien, si, un peu quand même. Disponible pour de futurs élargissements ou pour la création éventuelle de listes transnationales. Vous verrez, il y aura des choses nouvelles. À ce stade, 2 mots concernant les listes transnationales. Tout d'abord, les listes transnationales aussi, on va en parler. Ce rapport, vous le savez, c'était un projet du coup porté notamment par Emmanuel Macron et d'autres États membres. Il y avait aussi l'Italie et l'Espagne qui voulaient que ça soit mis en place pour les élections 2019. Sauf que le Parlement européen a rejeté les listes transnationales le 7 février, donc le jour de là où on est au débat. Ça a été rejeté par, du coup, il y a eu un amendement de suppression et ça a été rejeté par 368 voix contre les listes transnationales et 274 voix pour, si mes souvenirs sont bons, donc pour les listes transnationales. Donc ça a été rejeté à une large majorité par le PPE, donc Parti populaire européen, la droite, qui est plutôt considérée comme étant plutôt europhile, on va dire. C'est pas des eurosceptiques comme par exemple le groupe ECR qui est du coup, ECR, c'est les conservateurs et réformistes européens, qui eux sont composés majoritairement de Britanniques et de Polonais et qui sont très eurosceptiques pour le coup et qui eux aussi ont voté contre les listes transnationales. Il faut savoir que les Britanniques, les députés britanniques ont pu voter sur ce texte et sur la composition du Parlement européen en 2019, sachant qu'ils ne sont plus membres. Mais ils ont pu voter parce que c'est comme ça. On peut le regretter ou pas, ça vous me direz. Mais en tout cas, beaucoup de députés européens britanniques ont voté contre les listes transnationales où certains se sont abstenus. Il y en a quelques-uns rares, mais qui ont voté pour. Mais en tout cas, ils ont majoritairement voté contre les listes transnationales, même si ça ne les
concerne pas, attente. puisque ce Mais sera c'est pour une la erreur. prochaine législature. Normalement, ils y sont Cela plus ne au Parlement européen. fonctionnera pas. Ils seront plus dans les institutions. Est-ce Les Britanniques ont dit quoi? que On va les l'entendre. Il y en a citoyens certains qui vont peut-être se s'exprimer. posent Par la contre, petite question, est-ce anecdote qu'ils assez veulent drôle, c'est que les listes transnationales, c'est pas quelque chose de représentés nouveau. par une liste En 2011, il y a un député européen Donc, que voyons-nous qui ici avait Eh bien, déjà c'est fait un rapport dirigé sur la par les composition du élites, Parlement européen euh, et qui avait appelé à ce qu'on mette en place des listes transnationales, et notamment pour 25 sièges au Parlement européen dédiés à ces listes transnationales. Ça a été accepté par la Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen à l'époque, puis rejeté en plénière. C'est la même configuration qu'aujourd'hui, enfin du coup le 7 février 2018, ça a été la même chose, même configuration. Et les personnes. Et il faut savoir que ce député européen de 2011, du coup, qui voulait les listes transnationales, était britannique. Et ça, je trouve que c'est plutôt l'ironie du sort. Merci Guillaume pour ton don de 5 €, bravo pour le concept pour ce premier stream et bon courage à tous. Merci beaucoup pour ce don, c'est ouf, vous êtes trop ouf quoi. Enfin merci, on est trop contents, on n'espérait pas du tout avoir des dons ce soir et tout, on est trop refait quoi. Là j'ai les deux Gugus qui sont à côté de moi qui sont trop contents, donc merci beaucoup. Bref, je reviens sur les listes transnationales, donc c'est pas un concept vraiment nouveau, mais en tout cas ça a été rejeté. Et là le 7 février, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, même chose. En fait, les listes transnationales étaient préconisées dans le rapport pour 27 sièges du Parlement européen, ou 28. 27 ou 28 sièges. Et ça a été accepté à une large majorité à la Commission des affaires constitutionnelles, puisque j'ai les chiffres. Merci beaucoup, monsieur Schöpflin. Attendez. Pour 3 minutes, madame Bresson. 21 pour, au sein de la Commission Merci des affaires beaucoup, monsieur le constitutionnelles, Président. et 4 Je contre. tiens également à Sauf qu'on remercier est passé le ensuite en rapporteur. plénière, et qu'en plénière, ça a été Et balayé j'espère, par les députés, sincèrement, puisque le groupe PPE a fait que alliance cette avec organisation le groupe nous des équilibre conservateurs du et Parlement réformistes européens. Il y a une pourra partie de la GUE, être donc la GUE, qu'est-ce que c'est? adoptée C'est la contre gauche Conseil. unitaire européenne, et c'est là où on place J'espère notamment des proches de la que France le insoumise, par exemple, au niveau européen. qui a La trait France aux insoumise, listes transnationales si elle était au Parlement européen, parce qu'ils n'ont pas vraiment de députés, même s'ils sont des députés français qui sont assez proches de la France insoumise, ça, bien sûr. est déjà Mais en tout passé cas, en ils ont commission. Alors, pour une partie voté certains, contre les listes monsieur transnationales. Donc Schöpflin, voilà. se Ceux sont qui ont voté opposés plutôt pour, récemment c'est aux les listes socialistes et démocrates. transnationales. Merci Fimat pour ton €1, c'est super cool. C'est trop gentil, vraiment merci. Vous applaudissez mieux que les députés au Parlement européen, franchement. Je Merci. représente un électeur. Et puis, oui, le niveau sonore est un peu violent. On baissera ça pour le prochain stream, c'est promis. On est vraiment en train de faire des tests et de La créer le truc. liste transnationale Merci beaucoup. avec des candidats de tous les pays. Et je peux pas européens, changer si le son possible, tout au de suite, titre en de fait. l'amendement. Du coup, les Britanniques ont pesé dans le Guidé résultat, ou par bien le il y aurait eu candidat un à la rejet de toute façon? Président Sianat, de c'est la difficile à commission dire présidentielle parce qu'en du fait, débat même européen. s'ils s'étaient tous abstenus, effectivement, ça n'aurait pas changé le résultat. Il aurait peut-être fallu qu'ils votent tous pour, et encore, ça n'aurait pas changé grand-chose au final, puisqu'il y a quand même 368 personnes qui ont voté contre les listes transnationales, contre 274 qui ont voté pour les listes transnationales. On est quand même quasiment à 100 voix d'écart. Donc là, les Britanniques n'auraient pas changé grand-chose puisqu'ils sont 73. Donc vraiment, ça n'aurait pas changé grand-chose. De mouvements comme Civic Europe également, qui bougent pour créer cet espace de débat politique européen. Alors, est-ce que le Parlement souhaite emprunter cette voie? Est-ce qu'il souhaite écouter la voix des citoyens européens, ceux qui veulent parler d'Europe avec leurs propres parlementaires, y compris avec ceux qui les représentent et pas simplement entre eux? Eh bien, oui, je crois que le moment... Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit point sur à quoi ressemble la composition du Parlement européen, ou vous en avez rien à foutre? Qu'il s'agisse d'un instrument supplémentaire. Moi, je crois que c'est un moyen de donner de la voix. Là, on écoute au moment Mercedes des Bresso, élections qui est européennes du groupe parmi socialiste l'Europe démocrate et et des qui problèmes est nationaux. Monsieur le Président, italienne, je crois. ne sais pas de combien de temps je dispose. de pas beaucoup de temps. 3 minutes. 3 minutes? Ah, ça va. 3. Très bien, merci. J'ai fait un Eh bien, petit je unique sur Tipeee, continue, je vous alors. laisse la surprise pour le chiffre, cœur sur vous, putain de Jojo, merci. J'aurais voulu également... J'ai pas le truc sous les yeux, mais que merci ce débat- déjà 1000 fois d'avance, c'est beaucoup trop gentil. Vous êtes des oufs. Alors, les gens du chat veulent des explications sur la composition du Parlement européen, c'est ouf. Et ben, je vais vous dire ça tout de suite. Dirigeants européens qui Alors, sont le venus Parlement nous européen, parler comment de cette est-il question. composé? Donc, je Alors, vous le disais, il y a parfois, 751 ils députés parfois, européens qui ils- comprend le qui sont président, très donc 750 plus le président. Mais Ça, c'est nous prévu par les traités que le nombre de députés au Parlement européen ne doit pas dépasser ce chiffre. Dégager une majorité. Voilà, en déjà, première chose. commission, et Ensuite, j'espère comment que c'est nous réparti? pourrons dégager C'est une réparti de majorité manière également proportionnelle, mais plénière, proportionnelle qu'on pourra dégressive. enfin répondre Qu'est-ce que à ça la veut demande dire? de Ça veut dire qu'en fait, comme on s'est rendu compte que si on faisait une élection, c'est fait en fait, si vous voulez, plus Merci. un État
a une population importante, plus il a de députés. Donc, par exemple, l'Allemagne, qui est le pays le plus peuplé au niveau de l'Union européenne, a 96 sièges. A contrario, Luxembourg, qui est un des pays les moins peuplés dans l'Union européenne, a 6 sièges. Donc en fait, les traités prévoient que le minimum de sièges qu'un État peut avoir, c'est 6, et le maximum qu'il peut avoir, c'est 96. Nous, en France, jusqu'à maintenant, on avait 74 sièges. Après, je vous ai parlé tout à l'heure de proportionnelle dégressive, c'est-à-dire qu'en fait, comme si on prend vraiment de manière proportionnelle mais parfaite, les États du type Malte ou Luxembourg n'auraient quasiment aucun député. Donc pour pallier ça, eh bien, on a considéré qu'il était plutôt préférable d'offrir une surreprésentation à ces petits pays. Donc en fait, si on veut, au Parlement européen, le Luxembourg ou Malte sont surreprésentés par rapport à des pays comme la France ou l'Allemagne. On a estimé que c'était mieux de faire ça, parce que sinon, il n'y aurait pas de représentation de leur diversité interne au niveau de la politique. Donc, par exemple, la représentation serait vraiment un peu mal foutue. Donc c'est un choix qui a ses imperfections, puisque par exemple, du coup, un député européen français représente beaucoup plus de Français qu'un député luxembourgeois représente de luxembourgeois. J'arrive pas à savoir si je suis claire. Dites-moi si c'est pas clair. C'est d'être le Parce plus que, clairement, voilà, c'est quand même assez compliqué. Mais en gros, ça voudrait en gros, ça fait que un électeur luxembourgeois, il vaut plus de 10 électeurs allemands. Je donne maintenant la parole au collègue Verhofstadt, 4 minutes. Merci, Président. Donc les États ont plus de députés par habitant que les grands. C'est effectivement ça, d'Alem, pardon. C'est effectivement ça, c'est la meilleure définition que... Merci. Ah, Guy Verhofstadt, je dois laisser. Dans ces longs débats. C'est Guy. Vous vous en souviendrez peut-être, l'ancien président du PPE. Donc Guy Verhofstadt, président du groupe ALDE au Parlement européen, qui représente les libéraux et donc plutôt le centre. Et donc je peux dire qu'il était un Européen tout à fait dévoué à la cause européenne. C'était Wilfried Martens. Il croyait vraiment dans les listes transnationales. Il les défendait. Et il avait compris ce qui était en jeu. Il avait compris que sans un lien fort entre les citoyens et l'Europe, finalement, ce sont les eurosceptiques et les populistes qui l'emporteraient. Il avait compris que les listes transnationales n'auraient pas pour effet d'aliéner les citoyens. Bien au contraire. Pourquoi ? Parce que dans la proposition que vous avez sous les yeux, les électeurs auront 2 votes. Un vote pour un candidat national, pour une liste nationale, pour maintenir ce lien entre le citoyen et son député. Et un deuxième vote pour un candidat transnational, afin de renforcer le lien entre les citoyens. Donc Guy Verhofstadt qui vous explique excessivement bien ce à quoi auraient ressemblé les listes transnationales si elles avaient été adoptées par le Parlement européen le 7 février dernier. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces listes pour créer ce démos européen qui ne peut pas advenir par accident, de façon spontanée. Et je pense que c'est nécessaire également pour que le processus Spitzenkandidat soit... Et je vais parler du Spitzenkandidat après aussi. Ce processus vous en faites pas. Ça fait beaucoup de principes dans un live. Hein. Je suis désolé, on est sur du gros live avec beaucoup de principes européens un peu chelous. Mais on va y voir plus clair. Ce que cette procédure Spitzenkandidat et ce que les listes transnationales pourraient permettre d'obtenir... Excusez-moi, Alexandre me fait rire. C'est un processus démocratique, c'est-à-dire que ce sera les citoyens qui décideraient de la procédure Spitzenkandidaten et qui déciderait de l'identité de celui qui serait porté à la présidence de la Commission européenne. Jusqu'ici, je n'ai pas entendu d'arguments solides contre. Les gens disent que les États fédéraux n'ont pas une telle figure juridique. Non, les États fédéraux souhaitent qu'il y ait une circonscription fédérale. Par exemple, dans mon pays, en Belgique, et cela se ferait sans guerre séparatiste. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de circonscription trans-État fédéré. Le résultat, c'est que
c'est M. Trump qui est à la présidence, pas Mme Clinton, alors qu'elle a eu 3 millions de voix de plus que M. Trump. Ensuite, on a dit qu'il y avait l'argument des populistes contre les listes transnationales. Mais on pourrait également dire que la démocratie, c'est bon que pour les populistes, et par conséquent, abolissons la démocratie, abolissons les élections. Bah oui, tant qu'à faire. Ce n'est pas une raison. Pourquoi on se fait chier avec ça? Les populistes, ne pas en avoir peur. Et ça, il faut le faire sur les listes transnationales. Donc oui, clairement, ça c'est aussi un argument qu'on a pu entendre parmi les personnes qui sont contre les listes transnationales, c'est que ces listes transnationales favoriseraient les eurosceptiques, les europhobes. Voilà, donc ça c'est un argument qui a été développé notamment par le groupe PPE. Il n'y a pas de présence de ce parti dans toutes les listes des différents pays. Et puis, soyons un peu honnêtes concernant les différents États membres. Les collègues d'Italie, de France, d'Espagne, de Pologne... Les élections, ça coûte des sous, soyons économes. Bah ouais, la démocratie, ça coûte cher. Vont avoir le double des voix octroyées aux petits États de taille moyenne. Chaud, hein. Avec Pascal, nous avons déposé un amendement afin de faire en sorte que ces petits États ou États de taille moyenne soient représentés sur cette liste. Alors, pour conclure, vous êtes un président extrêmement sévère, Monsieur le Président. Ne laissons pas passer... Et derrière, enfin à côté, vous voyez, c'est Philippe Lamberts, qui est aussi du coup le coprésident du groupe Les Verts au Parlement européen. Occasion historique. Il a ses petits cheveux qui virevoltent. Oui, alors on va pas se mentir, sa coupe de cheveux est la meilleure coupe de cheveux qu'on puisse trouver sur le marché, des coupes de cheveux. On est très fan, on aime. Les États sont actuellement pour cette circonscription transnationale. N'hésitez pas à lui demander, à lui envoyer des mails pour savoir quel est son coiffeur. Européenne se retournerait dans sa tombe si on laissait passer cette occasion historique. Voilà, donc ça c'était la locution de Guy Verhofstadt. Merci, M. Verhofstadt. Pour 1 minute et demie, M. Scholz. Bon, donc voilà, donc Monsieur le Président. sur quoi le PPE se base pour dire que les listes transnationales favoriseraient les populistes très clairement, je pense sur des sondages et sur le fait que les eurosceptiques du Parlement européen à partir ils sont plutôt hauts quand même dans les sondages en règle générale, surtout sur les élections européennes, puisque souvent c'est quand même là où ils font de très bons scores. On le voit en France par exemple, le Front National a fait son meilleur score aux élections européennes de 2014 et ils ont récupéré 24 sièges. Donc à l'époque c'était 24 sièges. Maintenant avec la scission qu'il y a eu avec Florian Philippot, il y a une partie des députés FN qui ont quitté le Front National et qui sont allés chez les Patriotes. Donc voilà, mais en tout cas, à la base, en 2014, il y avait 24 députés FN. Mais sinon, il y a d'autres arguments qui sont... on va en parler justement des listes transnationales, parce que peut-être que vous n'avez pas du tout d'avis sur la question, et donc je vais vous parler des différents avis qu'il y a, des différents arguments pour et contre. Donc on va commencer par les contre. Pourquoi certains sont contre les listes transnationales? Déjà parce que ce qu'on vient de développer sur le fait que ça favoriserait les populistes selon certains. Autre chose que je retrouve mon petit papier que j'ai préparé. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer, y compris pour les citoyens. Ensuite, il y aurait la difficulté à mettre en œuvre ces listes transnationales, puisqu'en fait, si on veut mettre des listes transnationales, il faut modifier les traités. Et vous le savez peut-être, modifier les traités européens, c'est un casse-tête infini, puisqu'il y a plein de députés européens, il y a plein d'États membres qui ne veulent pas toucher aux traités, parce que si on y touche, c'est selon eux la porte ouverte à plein de modifications, et que du coup, c'est un sujet extrêmement tabou, la modification des traités au niveau des États membres. Donc du coup, passer par cette case de la modification des traités, ça fait peur et ça freine certains États membres qui sont un peu moins chauds pour mettre des listes transnationales. Ensuite, selon les détracteurs de ces listes transnationales, et c'est d'ailleurs un argument qu'on entend beaucoup chez les républicains qui sont... Ah, je vous laisse écouter Philippe Lamberts quand même. Et pourtant, chacune et chacun d'entre nous est élu qui dans sa circonscription nationale, voire régionale, ce qui peut nous pousser à privilégier des intérêts nationaux ou régionaux sur cet intérêt général. Pour prendre un exemple concret, notre monnaie commune, l'euro, pour pouvoir être viable, a besoin de mécanismes de solidarité financière forts entre les États, ce qui ne peut aller évidemment sans une gestion responsable des... Merci Perceval, bonsoir Jen, bonsoir Alex et coucou à tous les autres, longue vie à WIP. Merci Perceval pour ce don. Dans la Vous êtes trop désamoureux. Il est très facile à un candidat grec de défendre la solidarité dans la circonscription grecque. L'inverse est beaucoup plus difficile. Mais c'est ce que devront faire
les candidats et les candidates qui se présenteront au niveau européen. Ils devront formuler et défendre un projet qui puisse parler et convaincre non seulement à un endroit de l'Union, mais au travers de toute l'Union. C'est cela la condition d'un véritable débat démocratique en Europe. Le départ des élus britanniques est l'occasion de donner au débat cette dimension véritablement européenne. C'est chouette. Merci les Britanniques de vous casser, ça nous permet de pouvoir peut-être mettre les listes transnationales, c'est en gros ce que dit Philippe Lamberts. S'ajouter aux sièges nationaux et pas s'y substituer. Chers collègues, il y a 5 ans, nous avons su innover en amenant cette idée de candidat figure de proue, les Spitzenkandidaten. On va en parler des Spitzenkandidaten. Innover une fois encore avec cette circonscription transnationale. Certes, ces 2 hirondelles ne feront pas le printemps démocratique européen, c'est beau, ça. Je suis convaincu qu'elles y contribueront largement. Sens de la formule, hein, Philippe Lamberts. Voilà, donc c'était Philippe Lamberts qui est belge, tout comme Guy Verhofstadt, et qui est coprésident du groupe Les Verts au Parlement européen. Donc je reprends là où j'en étais, c'est que les détracteurs des listes transnationales disent notamment qu'elles créeraient des députés hors sol. Ça, c'est un argument qui est souvent entendu chez les Républicains, qui sont du coup dans le groupe PPE au Parlement européen. Vous savez qu'on a des députés LR au Parlement européen, donc par exemple Nadine Morano, Hortefeux, on a Rachida Dati, Michel Alliot-Marie, il y a Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrieux, etc. etc. Et donc pour eux, créer ces listes transnationales ferait des députés hors sol et serait un peu un danger, je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, mais en tout cas ce serait pas top pour la démocratie, dans le sens où ce seraient des députés vraiment qui, pour eux, ils ne seraient pas responsables devant leurs électeurs, puisque les électeurs seraient trop loin. Donc qu'est-ce que c'est que ces listes transnationales en fait? C'est que sur cette liste transnationale, sur une circonscription unique au niveau européen, c'est-à-dire que sur une liste, par exemple, je sais pas, on prend la liste du PPE, donc Parti populaire européen qui est plutôt la droite, et ben le Parti populaire européen ferait une liste au niveau européen, et sur cette liste, il y aurait à la fois des Français, des Allemands, des Polonais, des Tchèques, des Italiens, etc. Et ils seraient tous sur cette liste, et en fait, vous, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous auriez fait? Eh ben, vous auriez voté vous auriez un bulletin de vote pour une liste au niveau européen et une autre liste, vous auriez un autre bulletin de vote pour une liste au niveau national. Donc vous auriez pu voter par exemple pour PPE au niveau européen et ensuite vous auriez pu voter pour les LR au niveau national, en gros. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, ça a été finalement rejeté par le Parlement européen, mais c'est en gros c'était en gros le projet qui, du coup, projet avorté. Merci, Monsieur le Président. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez des listes transnationales, si vous estimez que c'est une bonne chose ou pas. Donc, je vous ai donné les arguments contre. Pour les arguments pour, ceux qui défendent les listes transnationales estiment que ça créerait enfin un espace public et politique européen où on aurait une vraie dimension européenne pour la démocratie, que ça permettrait de renforcer le poids des partis politiques européens qui sont un petit peu mis de côté. Par exemple, au Parlement européen, vous avez des délégations nationales dans chaque groupe politique. Par exemple, je prends le groupe PPE, encore une fois, Parti populaire européen, c'est un groupe parlementaire au sein du Parlement européen. Et dans ce groupe, vous avez des délégations nationales, donc vous avez la délégation française où c'est les LR, vous avez la délégation allemande où c'est la CDU-CSU, etc., etc. Et donc, le fait de créer une liste transnationale renforcerait les partis européens, et ça aurait pu être une possibilité. Donc après, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait que les partis européens aient plus de poids politique? C'est une question que vous pouvez vous poser. Et ensuite, il y avait aussi l'idée que ça réduirait l'inégalité de répartition des sièges. On en parlait tout à l'heure de la proportionnalité dégressive des sièges. Et bien, le fait de mettre une liste transnationale pourrait éviter justement du coup cette inégalité de représentation. Mais un autre argument contre que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y en a certains qui estiment que les listes transnationales pourraient favoriser notamment les grands États, puisque en fait, s'il n'y a pas de règles pour organiser un peu ces listes, on pourrait penser que par exemple sur une liste transnationale, eh bien on mette des candidats des petits pays, donc par exemple Malte, Chypre, etc. On pourrait les mettre en bas de la liste et on mettrait en haut de la liste des Espagnols, des Allemands, des Français, et que ça ferait du coup un manque de représentativité de tous les États dans ces listes transnationales. Voilà. Avec tout ça, je pense que vous pouvez vous faire un petit avis déjà sur les listes transnationales. Et donc, si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le dire. Les citoyens ne souhaitent pas un tel État fédéral. Si on veut un jour d'une Europe fédérale, les listes transnationales sont une étape obligatoire. Ok, Drac.
vous venez intervenir et puis après vous On partez. aurait même Mais si vous pu voter restiez pour dans 2 l'hémicycle, présidents chaque vous mandat. vous seriez rendu Effectivement, compte que, un socialiste de dans la façon circonscription générale, nationale et un je écolo sur la respecte liste nationale. Effectivement, certaines Guillaume, ça aurait pratiques tout lorsque à je fait pu préside être possible, et je donne mais ça a été toujours rejeté un du coup rabais par de le Parlement quelques européen. Je le répète, les listes ou un transnationales n'auront supplément de pas lieu en quelques 2019. secondes au temps de parole prévu. Moi, je ne suis pas parfait, parfois je ne vois pas tout le monde et M. Verhofstadt a été interrompu. Ah, le président qui fait un petit peu de Et discipline. lorsque vous êtes intervenu, j'ai été assez souple, mais lorsque Il est souple. l'intervention prend un peu trop de temps, il faut On t'entend moins que le son derrière. Ah, peut-être que je parle pas suffisamment proche du micro. De l'ordre Je vais du manger jour. le Je micro. donne la parole à Madame Vous Dodds, m'entendrez une bien. minute. Qui c'est ça? Thank you. Merci, Monsieur le Ah, Président. si c'est une anglaise, je rigole. La décision démocratique de quitter l'Union européenne sera mise en œuvre dans toutes les régions du Royaume-Uni, y compris l'Irlande du Nord. Diane La Dodds, Commission chez les des non-inscrits. affaires constitutionnelles Je crois qu'elle est recommande britannique. qu'après le départ du Royaume-Uni, un certain nombre de sièges fera l'objet d'une redistribution. Mais c'est une question qui relève de l'Union européenne. Néanmoins, si d'aucuns estiment que le Brexit est dû à un déficit démocratique, alors l'inclusion de listes transnationales dans ce rapport ne pourra que renforcer cette position. En dépit de toutes ces positions, Sinn Féin souhaite avoir 3 sièges supplémentaires afin de remplacer les sièges perdus lorsque il y aura le départ. Et cela a été rejeté en commission. Les personnes qui vivent en Irlande du Nord ont le droit à leur citoyenneté et le citoyenneté européenne est un fait. Mais cela est une position politique qui n'a aucun fondement sur la législation et la réalité. Et ceux qui détiennent un passeport irlandais n'incluent pas de droit de vote, à moins que... Spricht für 1,5 Minuten, Herr Merci beaucoup, Madame. Oui, alors ça c'est un truc assez compliqué en fait, c'est que ceux qui habitent en Irlande du Nord en fait disposent du coup du droit naturel à la nationalité britannique, à la nationalité irlandaise ou aux deux. Du Parlement, ainsi que la Et donc de facto à la citoyenneté européenne. Et va se poser la question de savoir si eux, est-ce qu'ils peuvent voter aux élections européennes, si par exemple ils ont, si un Irlandais en Irlande du Nord a seulement la nationalité irlandaise, etc. Enfin, compliqué. Le Brexit, hein. Avoir une démocratie sûre et saine au sein de l'Union européenne avec un équilibre démocratique entre les États. Et si nous acceptons ces listes transnationales, ce qui correspond à un Frankenstein, quelque chose qui n'existe nulle part. Et M. Verhofstadt l'a prouvé aujourd'hui, parce qu'il ne peut citer un seul exemple, ni même en Belgique, où il y aurait un système similaire. Il s'agit de Polo Rangel, qui est du groupe PPE. Pourquoi devrions-nous avoir une circonscription commune contre les listes transnationales, comme vous pouvez l'entendre? Même non pas prévu. Avons-nous vraiment besoin de créer une... Et donc tout à l'heure, s'était posé la question de savoir si le système de répartition des sièges était juste et s'il y avait eu d'autres choses envisagées. Les institutions européennes ont un peu pensé à tout, ont fait des calculs mathématiques, etc. Je ne sais pas s'ils ont demandé de l'aide à Cédric Villani, mais en tout cas, ils ont fait pas mal de recherches pour savoir ce qui était le mieux. Et il s'avère que la proportionnalité dégressive est ce qui semblerait être le plus juste. Même si ce n'est pas parfait, mais en tout cas c'est ce qui semblerait être le plus juste. Et effectivement, ce système a été remis en question et le Brexit a aidé du coup à faire une réforme de cette composition du Parlement européen. Et c'est pour ça qu'en fait, comme l'avait dit tout à l'heure le député européen rapporteur, aucun État ne perd de siège. Par contre, il y a 14 États membres qui gagnent des sièges.
Et la France est l'État qui, semblerait-il, va gagner le plus de sièges, puisque c'était l'État qui finalement était le moins bien représenté au Parlement européen, puisqu'il y a eu la démographie qui a changé, etc. Et donc en fait on passe de 74 sièges, là c'est ce qu'on a actuellement au Parlement européen, et normalement on devrait passer à 79 sièges, donc on en gagne 5. On est ceux qui en gagnons le plus avec cette nouvelle composition proposée par le Parlement européen. Voilà, et donc comme je vous le disais tout à l'heure, le Parlement européen a fait sa proposition de réforme de la composition du Parlement européen, et ça a été envoyé au Conseil européen qui va du coup devoir se prononcer. Donc ce qu'a proposé le Parlement européen peut tout à fait encore bouger. Mener une campagne pour un mandat. On a un processus... Tu parlais d'Elisabeth Morin-Chartier, elle vient d'annoncer qu'elle quitte LR suite au shitstorm de Wauquiez. Dans sa propre région. Le seul. Bon bah Elisabeth Morin-Chartier n'est plus chez les LR, mais par contre ça veut pas dire qu'elle est plus chez PPE. Créer quelque chose de plus démocratique, et on peut ensuite choisir son candidat tête de liste et voter pour son candidat tête de liste. Coïncidence, je ne crois pas, effectivement, Vizi. Oui, elle reste au PPE, oui, c'est sûr. Bah, elle est bien au PPE. En 1998, nous avons pris une décision à la Donc ici, le Parlement européen transforme son fonctionnement électoral. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que le Parlement puisse modifier son pouvoir au sein des institutions européennes en tant que seule chambre élue au suffrage universel, ou est-ce que le passage par le vote d'une nouvelle constitution est obligatoire au sein des pays membres? Alors, Perceval, déjà on ne parle pas de constitution puisque l'Union européenne n'étant pas un État, ce sont des traités européens qui sont régis par les règles de droit international. Voilà. Pour la petite précision. Sinon, le Parlement européen, pour avoir plus de pouvoir et accroître son pouvoir, il faut souvent passer par une réforme des traités, et c'est d'ailleurs ce qui s'est toujours passé au fil des années, puisqu'il faut savoir qu'au début, quand la construction européenne a démarré, l'ancêtre du Parlement européen, l'Assemblée, je ne sais plus quoi son nom, n'était qu'une institution consultative. Elle a pris en grade, le Parlement européen a pris en grade au fur et à mesure. Par exemple, avant 79, les députés européens étaient désignés par les élus nationaux. Donc en France, c'était les députés et sénateurs, je crois, qui désignaient qui seraient les parlementaires européens. Et depuis 79, les députés européens sont élus au suffrage universel direct. Et petit point d'info, c'est Simone Veil qui a été la première présidente du Parlement européen élue de manière élue au suffrage universel direct, d'ailleurs, puisque comme on sait qu'elle va aller au Panthéon le 1er juillet prochain. Voilà, donc ça a été la première présidente d'un Parlement européen élu au suffrage universel direct, c'est quand même carrément la classe. Et donc le Parlement européen en fait a pris en grade au fur et à mesure, et donc à chaque fois qu'il y a eu des nouveaux traités, ses pouvoirs ont été renforcés. Donc effectivement le Parlement européen souhaite avoir des pouvoirs accrus, notamment il faut savoir le Parlement européen n'a malheureusement, heureusement, j'en sais rien, c'est comme vous voulez, mais n'a pas l'initiative législative, dans le sens où elle ne peut pas proposer de texte législatif, c'est la Commission qui a le monopole là-dessus. Donc voilà, mais donc pour que le Parlement européen chope un peu plus de pouvoir, il faut passer par une réforme des traités. En certains cas, sinon, pour juste dire ça en fait. C'est de nous concerter pour pouvoir décider des lois. Et il n'est pas bon qu'on ait... Au fait, les groupes avaient chacun trouvé une position commune sur le texte où c'était un peu chaotique. C'était un peu plus chaotique que ça. Alors il y avait, quand tu regardes les votes, il y a une certaine discipline, mais comme toujours, il y a quelques petites exceptions. Je crois que parmi les socialistes et démocrates, c'était plutôt pour, mais il y avait quand même certains qui avaient voté contre. Au PPE, il y a notamment des députés européens français qui ont voté pour les listes transnationales. Donc c'est relativement homogène en fonction des groupes. Les groupes ont suivi un peu une discipline comme ils le font relativement souvent, mais parfois il y a des délégations nationales qui votent complètement à l'inverse. Et donc au niveau des listes transnationales, ALDE, les Verts et le socialiste et démocrate ont majoritairement voté pour les listes nationales. Les transparentes des sièges du Parlement européen. Nous n'avons pas de système et nous revenons... Vous pouvez trouver d'ailleurs la répartition des votes, vous pouvez trouver ça sur le site du Parlement européen, qui est très bien foutu. Enfin non, il est moche, mais il n'est pas moche, il n'est pas très... comment dirais-je
intuitif, mais vous trouvez toutes les infos que vous voulez sur le Voter en site. faveur de ces listes, c'est récupérer cet esprit d'intégration européenne, c'est aller de l'avant et de se rapprocher des citoyens, que les citoyens se rapprochent des institutions avec un esprit européen très actif. Cela signifie que l'on peut surmonter l'ensemble des législations nationales. Et c'est avoir Vous l'aurez compris, cette députée est favorable aux Je listes souhaiterais transnationales. féliciter les rapporteurs de ce rapport. Il n'y a pas de risque. Nous pouvons en effet procéder à cette opération, l'évaluer, et ce n'est Par que contre, la moi je trouve peur ça, qui peut je nous trouve scandaleux paralyser. qu'il soit plus facile d'accepter un texte proposé par la Commission que de le Vielen Dank, modifier Frau ou de le rejeter. Merci. Qu'est-ce que tu veux dire par Madame là, Agassar-Otandoa Dalem Ruiz. Je donne la parole à Madame Anderson, 1 minute. Ah, Madame Anderson, qui doit être anglaise du coup. Le rapport conjoint sur le Brexit de décembre dit que ceux qui vivent au nord, qui sont les citoyens irlandais, continueront à jouir de leurs droits en tant que citoyens de l'Union européenne où ils résident. Il est également dit qu'il n'y aurait pas de réduction des droits, il y aurait une reconnaissance de ces droits avec des sauvegardes et... Donc vous voyez, la des question chances, l'Irlande du Nord et que c'est important, pose puisque problème ça quand même. On ressortissait sent que le de l'accord Brexit, de c'est pas vendredi encore saint, réglé. c'est Hein. important pour le processus de paix. Il y a 50 ans, l'association des droits Et quand elle civils dit du processus Nord de faisait paix, campagne il pour faut le droit de savoir vote. que effectivement sur la frontière Matilda entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, ça a Joly été assez tendu. Il y a eu une conduira guerre à civile cette déni des droits et de ces les personnes accords de adoptées. Belfast Nos pardon, de droits ont 98 été refusés ont permis de mettre en place un par processus de l'unionisme et paix par et le de détendre un peu gouvernement l'atmosphère sur cette britannique. Et ce zone. n'est que récemment Et que donc notre Taoiseach a ces dit accords que vont fêter nous, leurs au 20 ans Nord, on cette serait année. plus laissés sur le bas-côté. Et le Brexit remet un peu, inquiète un petit peu sur la question de la situation sur cette frontière. Un siège d'Irlande du Nord ici pendant les élections européennes. Für 2 Minuten, Herr Merci, je donne la parole à Monsieur Durand, 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. 2 sujets de démocratie nous sont ouverts aujourd'hui pour pouvoir modifier le Ah, Pascal fonctionnement Durand, de l'Europe. député européen français, Un qui sujet, fait partie des Verts, celui d'une représentation plus juste des États. vert comme mes cheveux. Ça a été dit, ça a été évoqué. Je crois que nous sommes tous d'accord pour faire en sorte que les États soient mieux représentés au sein du Parlement. Mais un deuxième sujet nous est ouvert aujourd'hui. C'est le sujet de la circonscription unique européenne, celle de la mise en œuvre concrète, ici et maintenant, du destin commun de 500 millions d'Européennes et d'Européens. Et que l'Europe des murs, des barbelés, des nations, de l'extrême droite s'oppose à cette modification, c'est cohérent, c'est logique. Mais je me tourne vers mes collègues pro-européens, ceux qui défendent une Europe sans frontières, pour les marchandises, les biens, pour la finance, pour les flux, ceux qui veulent d'une Europe libre. Comment se peut-il qu'en face de cette Europe-là, ils ne veulent pas aujourd'hui mettre une Europe de la démocratie, une Europe des citoyens, une Europe de l'intérêt général européen qui dépasse l'Europe des intérêts nationaux. Nous devons construire, pour les millions de gens qui nous élisent ici, nous devons construire cet espace de l'intérêt général européen qui dépasse les intérêts nationaux, qui soit celui d'un destin commun, au-delà d'un hymne, au-delà d'un drapeau, qui soit celui d'un espace démocratique qui veuille vivre fièrement ses valeurs, fièrement sa capacité à porter dans le monde la force d'une Europe unie. Et non, ça n'est pas Paris, Berlin ou Varsovie qui doit diriger l'Union européenne, c'est l'Europe elle-même qui doit se prendre en main. N'ayez pas peur, faites en sorte que nous soyons fiers de porter une Europe unie et diverse. Voilà, donc ça c'était Pascal Durand, qui est du coup un député européen français chez les Verts, comme je vous le disais, et qui nous a fait un Merci discours beaucoup, Monsieur Durand, pour vachement une bien. minute, Monsieur Moreton. Vraiment très vivant Mesdames, et Messieurs, fervent Monsieur le Président, défenseur du nous coup des parlons listes aujourd'hui transnationales. de Et comme il le dit, répartition et ce qui est un argument intéressant, c'est que les opposants aux listes transnationales, qui sont souvent chez le groupe PPE, donc droite, comme je vous disais, sont eux favorables à un marché unique où il n'y a pas de frontières pour la circulation des marchandises, des services, des biens et des travailleurs, etc., et des capitaux. Et du coup, il explique qu'il ne comprend pas comment on peut du coup être
être contre ces listes transnationales et du coup être était contre rejeté cette avec démocratie européenne. Donc, répartition des nouveaux discours sièges, très eh bien, vivant, très chouette, finalement, j'ai trouvé. Les Allemands vont être. On a des députés mieux européens représentés au français qui sont Parlement très bons européen. quand même. On nous donne des leçons de démocratie en permanence, mais a priori, Les leçons de on démocratie. ne balaie pas devant notre porte. Je ne suis pas sûre que l'Allemagne souhaite vous suivre au Conseil. Il va falloir arrêter de négliger les électeurs allemands au sein de cette Chambre. Merci beaucoup. Alors ça, il doit faire référence au fait que les Allemands, du coup, par le fait de la Monsieur de Rebecca. la comment dirais-je, de la proportionnalité dégressive sont un peu moins représentés que Nous ne débattons pas d'autres nous États discutons tels pas de que comment faire la Malte, par réforme. exemple. En échange, on est Et non, préoccupé ce par n'est pas partager un la député. proie dégagée par le Brexit. Peut-être que si, en fait. En Roumanie, on décrit cette situation Il s'appelait Jorg Meuthen. Il fait partie du groupe EFDD, donc Europe. Alors en français, c'est Europe de la liberté et de la démocratie directe. Et je crois qu'il est allemand, donc ouais, AFD. Ok, merci Guillaume. Ce serait plus simple, plus On en a des moins bons aussi de députés européens français, effectivement, et je ne citerai pas de nom. La proposition Vous êtes libre si vous voulez dans le chat, mais moi je ne vais rien dire. ressemble beaucoup pour moi à la pomme que le serpent. Alors lui, il fait partie du groupe ENL. Donc ENL, c'est Europe des Nations et des Libertés. C'est le groupe qui a fondé Marine Le Pen avant de devenir députée à l'Assemblée nationale. Elle en était d'ailleurs la présidente, mais maintenant elle est à l'Assemblée. Merci beaucoup. Et donc il s'agissait de Laurențiu Rebega, je crois qu'il est roumain. Merci, collègue Rebecca. Madame James, une minute. Welcome to the European Union. 28. Bienvenue dans l'Union européenne. C'est l'incarnation en 2018 du roman 1984 de George Orwell. C'est l'achèvement même du projet européen. La souveraineté nationale est prise au garrot et il y a maintenant une route qui est tracée en toute transparence vers une Europe fédérale. Ah bah oui, l'Europe fédérale, bah oui, des sièges évidemment. Qui sont donnés à des députés non élus, non sélectionnés. Alors, c'est qui le président d'Europe des Nations et Libertés? Je vais te dire ça tout de suite. Les États-Unis d'Europe est bien documenté. L'extinction de la souveraineté nationale est également connue. Je crois que c'est Nicolas Bay qui a repris Maintenant, on voit en tout cas, je vérifie. à la lecture de cette proposition, il y a un danger car ces suggestions sont antidémocratiques et tendent vers cet objectif via les sièges transnationaux. L'Union européenne remet en cause sa propre existence en demandant pourquoi est-ce qu'il y a un déficit démocratique. Il suffit de regarder ce document et les détails qui figurent pour répondre à cette question. Ok, voilà, donc elle n'aime pas trop l'Europe. Madame Dodds, Madame James, ça va prendre le président. Je donne la parole à Monsieur Piper, 1 minute et demie. Voilà, donc oui, effectivement, c'est Nicolas Bay qui a pris la place de Marine Le Pen à la tête de la présidence, enfin coprésidence, parce qu'il y a deux présidents au sein de Europe des Nations et des Libertés. Un accord sur la composition du PE à venir. Non, mais laissez ce pauvre Orwell tranquille à la fin. J'avoue, bah voilà, là il a été cité. Et donc l'Union européenne est comparée à toutes ces inégalités peuvent à 1984, c'est stylé. Aplani. Alors 3 points pour l'avenir. D'abord, nous allons devoir décider d'une. Tu n'aimes pas l'idée d'une Europe fédérale, Jen? Puisse. Je ne dirai rien. Régler la question de la composition de façon durable. Ensuite, il va falloir accepter dans les États membres où la population décroît qu'il y ait moins de sièges mis à leur disposition. Enfin, les listes il est du coup pour une baisse des sièges, si j'ai bien compris, pour les États où le nombre, enfin la population serait du coup en baisse. Des personnes connues qui pourront finalement trouver leur place. Est-ce que les listes transnationales rejetées par le Parlement peuvent revenir par le Conseil si les chefs d'État ou de gouvernement avaient un accord sur le sujet?
peu probable, mais bon. Où le Parlement est-il pour le coup totalement souverain sur sa composition? Eh bien, alors, effectivement, comme tu le dis, les États membres eux-mêmes ne sont pas unanimes sur la question des listes transnationales, notamment le groupe Visegrad, et plutôt, donc le groupe Visegrad, c'est les États de l'Est, Pologne, Hongrie, etc. Et donc, oui, donc si le Conseil européen décide de mettre les listes transnationales par hasard, parce qu'ils sont tous d'accord, eh bien, elle les intégrerait, enfin, le Conseil les intégrerait, mais en fait, si vous voulez, ça revient ensuite au Parlement européen. Donc le Parlement européen pourrait modifier là. Mais le Conseil européen a normalement le dernier mot. Donc clairement, comme il n'est pas chaud non plus pour les listes transnationales, enfin en tout cas il n'y a pas d'unanimité sur la question, ça ne passera pas tout de suite. Monsieur le Président. Interruption du micro. Traurigo, your microphone. Yeah. Thank you very much. Votre micro, monsieur. Merci. Je souhaiterais féliciter les deux rapporteurs, parce qu'en effet, je pense que... le petit truc d'usage qui est de féliciter les rapporteurs pour leur travail, effectivement. Enfin bon, moi j'ai le rapport sous les yeux. Et qu'il... Et il n'est pas très long. L'équilibre concernant les États qui étaient mal représentés. Nous avons un débat petit rapport, là, regardez, c'est beau. Sur les listes transnationales. J'ai surligné, j'ai fait des petites notes, avec le double j'ai bossé, vote des Européens est quelque chose de bon. Parce que moi, je suis favorable à l'Europe. Je pense que c'est mieux pour l'Europe, pour avoir davantage d'Europe. Ah oui, oh putain, j'avais pas vu la cravate. Pour améliorer la démocratie européenne. Et permettez-moi de faire une réflexion historique. Le père fondateur, Jean Monnet, disait que l'Europe se ferait pas à pas. Quand même cool la cravate. Lorsque l'Union européenne a été créée, il n'y avait pas de Parlement, mesdames et messieurs. Le Parlement a été créé plus tard. Le Parlement européen a été un pas de ce processus. Il y avait des députés nationaux. Ils n'étaient pas élus par les citoyens dans un premier temps. Il s'agissait... Monsieur répète tout ce que j'ai déjà dit. Puis l'étape suivante a été les élections dans toute l'Europe, un jour destiné à être représenté au Parlement européen. Et le pas, à l'heure actuelle, est un pas en faveur de la construction de l'Europe. C'est ce qu'aurait dit Jean Monnet, afin que les citoyens soient liés à l'idée européenne. Et j'espère que le Spitzenkandidaten soit la tête du parti qui sera à la tête de la Commission. Voilà. Stupidéco se fait un petit peu tenser par le chat. C'est un message politique en faveur de cette idée, à savoir qu'il y a une construction progressive. C'est une longue histoire, mais c'est une histoire... Alors peut-être que sa cravate est moche, mais n'empêche que son discours est plutôt cool. Avoir un espace de paix et de progrès. Et aujourd'hui, nous faisons un pas en avant avec ce rapport, avec cette loi électorale permettant aux Européens de voter dans leur pays sur deux listes, la liste nationale et... Voilà, encore un discours extrêmement vivant que la traductrice a essayé de retranscrire au mieux possible. Bon, ça marche pas toujours, mais c'est pas grave. Et du coup, je voulais vous faire un petit point sur le Spitzenkandidaten. Désolée, je suis nulle en allemand, j'ai pas fait allemand, donc je prononce très très mal, malgré mes origines alsaciennes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, si vous voulez, dans les traités, il est indiqué que le président de la Commission européenne est désigné par les chefs d'État et de gouvernement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent se mettre d'accord tous sur qui sera le président de la Commission européenne. Donc avant 2014, ça se passait comme ça, où en fait, par exemple, les États membres avaient désigné Barroso à la tête de la Commission européenne pendant 2 mandats, donc 2 fois 5 ans. Donc voilà, donc ça se passait comme ça. Ce désavantage. Vous pourrez me dire pas très démocratique, ou c'est logique parce que l'Union européenne n'est pas un État ou quoi que ce soit, et que c'est qu'une organisation internationale. À vous de vous faire votre avis. Mais... En fait, en 2014, le Parlement européen a un peu joué malin, parce que dans les traités, il est indiqué qu'en fait, les chefs d'État et de gouvernement doivent prendre en compte la couleur politique du Parlement européen pour faire leur choix. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent quand même respecter un minimum, ils doivent voir un peu qui est le groupe majoritaire et du coup désigner un président de commission qui est plutôt qui colle plutôt à ce qu'il y a au Parlement européen en termes de représentation. Et donc, s'appuyant sur cette petite phrase du traité, les parlementaires européens ont décidé, donc ils ont un peu imposé ce principe du Spitzenkandidaten,
c'est qu'ils ont décidé que, en 2014, que le président de la Commission serait issu du groupe parlementaire majoritaire, donc majorité relative, pas absolue, majoritaire, voilà, donc du groupe majoritaire, et que ce candidat serait désigné par les groupes parlementaires eux-mêmes. Les partis politiques. C'est comme ça qu'en 2014, Jean-Claude Juncker a été désigné par le PPE, donc le Parti populaire européen, pour être le candidat de ce groupe et de ce parti à la tête de la Commission. Guy Verhofstadt, par exemple, que vous avez vu tout à l'heure, était le candidat pour le groupe, pour ALDE. Etc., etc. Il y avait plusieurs candidats comme ça. Il y a même eu un débat à la télé, et oui, en 2014, qui avait été passé par France 5, je crois, mais à une heure impossible, genre 22h30, 23h, un truc comme ça. Donc, il y avait eu un débat entre tous ces candidats, et en fait, du coup, les États membres ont désigné Jean-Claude Juncker en respectant du coup la volonté du Parlement européen, enfin en tout cas du parti majoritaire au Parlement européen. Voilà, donc c'est en fait une sorte d'élection indirecte du président de la Commission. Merci beaucoup. Et donc c'est un principe que les députés, auquel les députés sont très attachés, et ils ont signifié au cours de ce débat et à d'autres moments qu'il était hors de question de revenir sur ce principe, et que si en 2019 les chefs d'État et de gouvernement s'amusent à désigner eux-mêmes sans prendre en compte les candidats désignés par les partis politiques européens, et bien ça allait chier les bulles, et qu'en gros ils allaient rejeter et mettre leur veto sur le choix des États membres. Les déséquilibres existants. Voilà. Est-ce que c'est clair? Dites-moi. Si c'est pas clair, j'essaie de réexpliquer, parce que le Spitzenkandidaten, c'est quand même particulier, mais j'essaierai de faire une vidéo là-dessus, en format court. Alors que certains États auraient pu je suis en phase d'écriture. Car ces États ont perdu des sièges suite aux élargissements. Les propositions. Donc on reviendra un peu plus en détail sur ce principe, etc. Je vous réexpliquerai un peu plus ce que c'est. Et cette discrimination injustifiée. C'est clair. Merci Perceval. Il faut remettre. Je suis intelligible ce soir, c'est ouf. Je suis étonnée. Des règles qui existent dans le traité. Mais il y a des critiques par rapport au Spitzenkandidaten, c'est qu'en fait, si vous voulez, c'est que certains critiquent le fait que les partis européens ne désignent pas tout de suite qui sera le candidat. Donc, il y en a beaucoup qui regrettent le fait qu'on ne sait pas d'office qui sera le candidat à la commission, enfin la présidence de la commission. Et il y en a aussi qui estiment que ça favorise énormément le groupe PPE, parce que c'est finalement eux qui ont le plus souvent, ce sont eux qui ont la majorité relative au Parlement européen, et que du coup, par ce principe de Spitzenkandidaten, c'est toujours ou presque le groupe PPE que ça va favoriser. La solidarité, une redistribution de la richesse et un intérêt à l'espace public, à la sphère publique. C'est parfait, j'aime bien. J'aime bien cette expression. Débattons d'un renforcement. Et la VOD avec des cœurs, effectivement, Stupid Economics. Vous êtes très pro pour ça. Voilà, je vous fais un petit compliment. En adoptant c'est gratuit. Une approche ascendante afin d'avoir des sièges pour les régions dotées de pouvoirs législatifs. Cela pourrait être le cas dans un proche avenir. Et d'ailleurs, du coup, on parle de la circonscription unique au niveau européen, mais ça fait aussi un peu écho au vote qu'il y a eu à l'Assemblée nationale aujourd'hui, puisque les députés français ont décidé de créer la circonscription unique au niveau national. Donc ça aussi, je vais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu le schmilblick. Merci. Et qu'est-ce que ça va changer pour vous en 2019, puisqu'en 2019, je vous le rappelle, le 26 mai, il y a les élections européennes. Comment nous allons désosser la carcasse du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ah oui, désosser la carcasse, carrément. De solutions, d'idées, comment partager les sièges que le Royaume-Uni, Dieu merci, va laisser vacants. Mais ces sièges devraient rester vacants. Parce que réellement, lorsque vous soumettez des listes telles que les listes transnationales, que faites-vous? Eh bien, vous opérez un simulacre de démocratie qui s'éloigne encore plus des citoyens. Alors, regardez par exemple ma région. C'est difficile déjà de se rendre compte et de se rendre. Si vous avez des questions sur tout ce que je vous ai raconté là depuis le début de l'émission, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Je suis là pour ça. Des citoyens et de la population. Alors,
Après les négociations entre l'Union européenne et les traîtres du gouvernement primatique, on a maintenant une période de transition. Attends, il a dit les mots traîtres là ? Période, les règles de l'Union européenne vont continuer de s'appliquer au Royaume-Uni. Alors, est-ce que ce député a compris qu'on était en train de parler des élections, de la composition du Parlement européen et pas du Brexit? Parce que le gars, il est en train de péter un câble sur la période transitoire. Vacant. Comme une commémoration. Est-ce qu'on a des indiscrets sur les Spitzenkandidaten évoqués pour 2019? Alors, il y a des petites rumeurs qui traînent, comme quoi le groupe PPE, par exemple, aimerait bien que ce soit Barnier, donc Michel Barnier, qui est le négociateur en chef pour le Parlement européen. Pour le groupe ALDE, il semble, enfin, je pense, il n'y a pas de démocratie ici. C'est une supposition de ma part, mais bon, ce sera certainement Guy Verhofstadt au Parlement. Mais si vous voulez que vous avez vu tout à l'heure, qui est souvent mis en avant et qui a failli d'ailleurs être président de la Commission européenne en 2004. Mais les Britanniques avaient dit non, ils avaient mis leur veto puisque ça se fait à l'unanimité. De répondre à votre question, mais comment pensez-vous que qui que ce soit... Après, pour les autres... En tout cas, les Britanniques, eux, ont bien compris. Non, je pourrais pas vous dire, pour l'instant, c'est pas très clair, et en même temps, il reste encore un an. Au Royaume-Uni, nous allons... Que les partis européens se décident. Démocratique, nous dirons non, non à l'impôt sans la représentation, et certainement non au fait qu'on sera traité comme des vassaux de l'Union européenne. Aujourd'hui, votre heure est venue. Merci. Merci, collègue Etheridge. Je donne la parole à Monsieur Le Breton, 1 minute. Ah, Monsieur Le Breton. Merci, Monsieur le Président. Le Parlement européen compte 151 membres. Le Brexit va libérer en 2019 les 73 sièges du Royaume-Uni. J'estime qu'on devrait éviter de redistribuer ces 73 sièges pour faire des économies et réduire l'effectif à 678 députés. Je suis donc hostile au projet de l'Union européenne de redistribuer une partie de ces 73 sièges aux 27 États membres. Ce projet prévoit certes de donner 5 sièges de plus à la France, mais je ne suis pas prêt à sacrifier mes principes pour un tel plat de lentilles. Un plat de lentilles, voilà, parlons-en. Mes convictions nationalistes, en prévoyant d'autre part de créer des listes transnationales. Or, je suis contre les listes transnationales car elles constitueraient un pas de plus vers la transformation de l'Union européenne en un État fédéral déconnecté des réalités nationales. C'est une Europe des nations qu'il nous faut, pas une Europe supranationale. Voilà, donc ça c'était la déclaration de Monsieur Le Breton, Gilles Le Breton, si je ne me trompe pas, député européen français qui est du Front National. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il faudrait reconnaître qu'aujourd'hui c'est une journée triste pour le Parlement européen et je souhaite qu'il soit acté au procès-verbal, que les discussions engagées avec beaucoup de collègues du Royaume-Uni, du groupe SED, ECR, ALDE et PPA, c'est quelque chose qui va me manquer. Leurs efforts dans le bon sens pour l'Union européenne vont nous manquer. Il faut le reconnaître aujourd'hui. Monsieur Etheridge, je ne crois pas que je verserai des larmes lorsque vous partirez. Peut-être mais j'aimerais vous dire directement quelque chose ici dans l'hémicycle. Vous avez remis en question ce que disaient certains députés concernant les citoyens d'autres pays. Si en Irlande, on n'avait pas le soutien de collègues ici sur la question de la frontière dure en Irlande du Nord, on serait en très mauvaise passe. Il y avait cette possibilité de frontière dure lorsque vous avez demandé à ce qu'il y ait le Brexit. On a besoin de soutien de tous les membres, de tous les États membres de l'Union européenne. Vous créez des problèmes pour mon pays. Eh bien, si ça, c'est pas de la violence... Peut-être que l'Irlande reçoive plus de sièges dans le cadre de cette redistribution. Alors, je regardais l'Irlande, tiens. J'ai entendu le débat. Il y a des... J'ai la composition du futur Parlement européen sous les yeux. Mon Premier ministre a soutenu l'idée des listes transnationales. J'ai fait un super... Alors, c'est un concept, mais peut-être que ce concept n'est pas encore arrivé à maturité. Mais, Monsieur Etheridge, j'aime l'idée que les... Vous me direz si ça vous intéresse que je vous donne le nombre de sièges par État. D'autres États. On ne sait jamais. Merci. Arrêtez de vous battre, clairement, c'est un peu ça là. Merci beaucoup Madame McGuinness pour 2 minutes, Madame Tapardel. Elle a bien travaillé la madame.
Monsieur le Elle avait tellement l'impression qu'elle a bien travaillé. Après des mois de négociations dures et compliquées au sein de la Du coup, l'Irlande, elle reste dans l'UE ou pas? Alors, l'Irlande, oui. L'Irlande du Nord, on ne sait pas. Mes félicitations pour les co-rapporteurs. C'est en discussion, la question de l'Irlande du Nord. Vous savez, on en reparlera, hein, parce que vous savez que j'ai une attache particulière à la question du Brexit. Et donc, on en reparlera du Brexit, on en reparlera et de l'évolution, parce que ça bouge beaucoup. Le gouvernement britannique n'est pas très pourrait compenser pour les déséquilibres qui existent aujourd'hui dans le système de vote. 14 pays pas très constant, voilà, dans ces négociations, donc un coup oui, un coup non. Donc voilà. Roumain, je pense qu'il est tout à fait naturel que la Roumanie bénéficie d'un siège supplémentaire. Merci Drac de répondre à la question de Guillaume, parce que j'ai effectivement répondu à cette question tout à l'heure. La France va gagner normalement, si c'est validé par le Conseil européen, 5 sièges. C'est le pays qui gagne le plus de sièges dans le cadre de cette redistribution des sièges britanniques. Européenne, une fois que le Royaume-Uni sortira. Cela pourra réparer les pertes que nous avons. En gros, le pays qui aura toujours le plus de sièges, c'est l'Allemagne, qui a 96 sièges. Ensuite, ce sera la France, avec 79 sièges. L'Italie en aura 76, donc 3 de plus. L'Espagne 59 et la Pologne 52. Donc ça, c'est les 5 États qui auront le plus gros nombre de sièges. Ensuite, ça passe à... Afin d'éviter tout bloc. Que je m'y retrouve. Après, c'est la Roumanie qui a 33 sièges. Nous aurons un Parlement européen à 705 membres. On a les Pays-Bas qui en auront 29. Père de mandat. Il faudrait également appliquer le principe des réparations au bénéfice des pays qui n'étaient pas représentés de manière directement proportionnelle à leur dimension et à leur importance. Monsieur le Président, j'ai 2 minutes. Il ne faudrait pas oublier que ce rapport parle également... Bref, ensuite il y a la Hongrie, le Portugal, la Suède, la Belgique et la République tchèque qui en auront 21. De manière exclusive des listes transnationales. L'Autriche, 19. Volé a été monopolisé. La Bulgarie, 17. Le Danemark, la Slovaquie et la Finlande, ils en auront 14. Correct lors des négociations qui auront lieu au sein du Conseil de l'Union européenne. Je vous remercie. Ensuite, c'est l'Irlande avec 13 sièges. La Croatie avec 12. La Lituanie avec 11. J'ai peut-être utilisé mon maillet un peu trop rapidement. Je laisse la parole à Madame von Bosseuil pour une minute. La Lettonie et la Slovénie en auront 8. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je trouve ça absolument incompréhensible. Et ensuite, c'est la Malte. L'Estonie en a 7. Et ensuite, Chypre, Luxembourg et Malte sont ceux qui en ont le moins. C'est 6 députés. Nous aurons donc une Union européenne plus petite. Voilà. Nous devrions donc avoir un Parlement européen réduit. Vous êtes content de savoir tout ça, hein? Alors, aujourd'hui, on prévoit de passer 27 de ces sièges dans des listes transnationales. Voilà, donc c'est 27 sièges qui étaient prévus pour les listes transnationales, mais non, finalement, puisqu'ils ont voté contre. L'argent des contractuels, on pourrait dépenser ces fonds pour l'emploi, la sécurité. Ah d'accord, donc elle est contre les listes transnationales parce qu'elle estime que garder 27 sièges pour les listes transnationales, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'on aurait pu utiliser ces fonds pour autre chose. Soit, c'est un argument. La procédure électorale devrait nous rapprocher des citoyens. Une liste transnationale n'atteindra pas cet objectif. Comme je vous disais, l'argument comme quoi les listes transnationales feraient juste créeraient des députés hors sol, voilà, ça c'est un argument typique qui est retrouvé ici. Nous avons un système fédéral. Les sièges en trop seront enlevés de l'hémicycle et jetés dans la Manche. Alors, ce serait effectivement très drôle, mais pas très écolo. Hein. On est écolo ici, comme le média. Mais non, je pense que en fait, ces sièges vont être gardés, vous très avez clairement. Reçu un carton bleu, je crois. Ah, carton bleu, je vous expliquerai après ce que c'est. Oui, donc non, les sièges vont être gardés dans l'hémicycle, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on réduit le nombre de sièges aussi pour anticiper la potentielle adhésion de prochains États membres, puisque vous savez, les Balkans ont envie d'adhérer à l'Union européenne, et donc qui sait, peut-être qu'après 2025 ces États pourront adhérer et qu'il y aura un nouvel élargissement et que du coup ils récupéreront ces beaux sièges qui sont dans l'hémicycle réduit, pardon. C'est ce qui se passe ici. La Finlande, par exemple, est membre depuis plus de 20 ans. Lorsque nous avons commencé, nous étions 17, nous sommes 13 aujourd'hui, on va nous donner un siège supplémentaire, mais je pense qu'il y a une logique à respecter.
Il faut également voir combien de citoyens sont représentés par un et du coup, le carton bleu, député. Alors, le carton bleu, c'est un système qui existe au Parlement européen et qui est plutôt assez intéressant. C'est qu'en fait, par exemple, vous avez un orateur qui explique son point de vue pendant un débat, et en fait, un autre député va avoir une question sur son intervention et donc va sortir un carton bleu. Et donc, grâce à ce carton bleu, il peut en fait interpeller l'orateur qui détient la parole à ce moment, enfin à l'instant T, et lui poser une question pour des précisions sur son intervention, etc. Donc c'est le président de la séance qui indique à l'orateur qu'un carton bleu lui a été destiné, et en fait l'orateur peut accepter ou non de répondre au carton bleu. Il est tout à fait libre de dire non, Balek, je n'ai pas envie de te répondre. Mais là, en l'occurrence, nous n'avons pas besoin de réallouer le carton bleu a été accepté. Sièges qui doivent disparaître. Merci beaucoup, Monsieur Torvalds, pour 1 minute. Par contre, je vous préviens qu'on va pas tarder à arrêter le live parce que en fait, ça va tourner un petit peu en rond, qu'on est sur un débat, donc on va pas non plus s'éterniser parce que ça dure quand même 2 heures et que on va pas écouter pendant 2 heures les mêmes arguments non plus indéfiniment. Donc je vous annonce qu'on va commencer à se diriger vers la fin parce qu'il est déjà 22h et qu'on va s'arrêter très bientôt. Donc vous avez noté qu'on a eu que 2 députés européens français qui ont pris la parole pour l'instant à cette heure du débat, donc c'est un peu dommage. C'est pas grave, on s'en fout. Et vous avez remarqué que l'hémicycle est assez vide, c'est parce que c'est un débat. Je pourrais vous montrer les images du vote, mais c'est un peu galère. Et là c'est blindé à fond, mais du coup pendant les débats, pas trop de monde. Voilà. Donc je pense qu'on peut repasser en scène d'intro, cher Alexandre, pro de la régie. Oh, c'est stylé. En plus, on voit encore mieux mes cheveux verts. Je suis encore plus ravie. C'est vraiment trop bien. Voilà, donc c'était le moment. Ah, tenez. Regardez ça. C'est pas mignon. Il est pas content. C'est un petit chat. Il est pas content. Voilà. C'était le petit chat. Je vous présente Scott, petit chat roux, trop mignon, qui aime bien bouffer les fils. Voilà, c'était la caution mignonnerie du soir, mieux qu'un gif, un vrai chat. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, le chat est trop content. on l'a acheté exprès. Donc faites des dons pour qu'on puisse nourrir ce chat, puisqu'on l'a acheté exprès pour rameuter du monde. Voilà, c'est de la caution séduction du chat. Voilà, donc si vous voulez, faites des dons pour nourrir le chat. Non, je déconne, le chat existait avant. Bref, donc j'espère que ça vous a plu, ce petit stream sur les élections européennes, que vous en avez appris un peu plus. Sur comment que ça marche au Parlement européen, la représentation, etc. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, vous pouvez me les poser, puisque je vais vous annoncer que, évidemment, on a un Discord. Vous avez le lien, il y a déjà des coquins qui ont trouvé le lien du Discord dans la barre d'infos en dessous. Donc si vous voulez rejoindre le Discord pour continuer à débattre, etc., moi je ferai en sorte de répondre à vos questions si vous en avez d'autres qui pop comme ça. Avec les étoiles, on dirait la Vierge. Oui, drapeau européen, la Vierge Marie, etc. C'est complètement moi. Regardez, ça me donne un petit air angélique et complètement catholique. C'est parfait. Moi j'aime bien. Non mais vous allez voir, les fonds qu'on a fait pour chaque émission sont extrêmement bien faits. Donc je remercie pour ça Alexandre et Virginie et aussi Florian qui nous a donné des bons tips pour faire un truc de qualité. Donc c'est très beau. Voilà, donc on a un Discord. Le fond vert déconne un peu. Mais non, il ne déconne pas. C'est moi qui voulais des cheveux verts, putain. Comprenez pas que... Regardez, c'est trop stylé, j'ai des cheveux verts et tout. Bref, donc oui, ça déconne un petit peu, mais voilà, c'était la première. On est un peu en train de faire de manière artisanale, très clairement. On est très content du projet WIP. On est fiers, hein, clairement, on peut le dire un peu. On est quand même assez fiers du boulot qu'on a fait depuis 3 semaines. On a créé un peu tout de zéro, quoi. Donc on a mis beaucoup de temps chacun, en sachant qu'on a aussi des boulots et études, etc. à côté. Donc on est vraiment très contents, et je remercie vraiment beaucoup Alexandre, Virginie, Valentine, Florian et Théo de faire partie de cette équipe, parce que j'adore bosser avec eux. Donc vraiment merci d'amour. Je sais pas si je vous avais dit qu'on allait jouer aussi, qu'on allait faire du gaming. Oui. Je l'ai dit ? Ok. On fera du gaming aussi. Il y aura des week-ends où vous nous retrouvez posés sur un canapé en train de jouer à un jeu de merde. Ou pas de merde, hein, d'ailleurs. Mais on fera du gaming tous ensemble, en équipe, etc. Donc vous verrez ça aussi. On va développer ça.
Bref, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. On pensait sincèrement pas qu'il y aurait autant de monde, donc on est vraiment ravis, on est très contents de ce lancement. On espère que ça va continuer comme ça et que vous serez au rendez-vous pour les prochaines émissions, puisque il y a des prochaines émissions. Mercredi, vous retrouverez au Canada, qui sera fait avec notre spécialiste canadien, notre cher Florian International, et vendredi, vous retrouverez Valentine pour Feuilleton Bourbon. Émission sur l'Assemblée nationale. Voilà, donc on est très content de vous présenter 3 émissions cette semaine. On est très content de ce lancement qui s'est quand même plutôt bien passé, on va pas se mentir. Il n'y a pas eu de soucis de technique, donc bravo Alexandre qui a hyper bien géré. Bref, merci à tous les dons. Genre ouf, on est trop surpris, trop content. Et voilà, ça c'est le pouce d'Alexandre en exclusivité. Si vous voulez, je peux vous repasser le chat aussi. Vous pouvez me dire si vous voulez de nouveau le chat. Mais donc voilà, merci beaucoup pour vos dons, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour votre indulgence, vous êtes vraiment top, on a beaucoup d'amour à vous filer là, on est vraiment trop contents et très émus aussi je pense. Et du coup, j'avoue que j'ai beaucoup stressé parce que j'étais la première à passer le baptême du feu. Ça s'est plutôt bien passé, je crois. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que cette émission vous a plu. Voilà. Et on va refaire plein d'émissions et on espère que ça durera un petit peu. En tout cas, on fait vraiment ça pour le kiff, pour s'amuser. Et voilà. Et voilà, le chat. Non. Passage furtif. Vous avez vu un dos de chat et il y a des petits poils qui volent. Voilà, c'est trop stylé. Bref, je pense que je vais vous laisser là parce que il y a quand même Alexandre où je squatte chez lui, donc on va arrêter. Puis demain je bosse aussi, à défaut. Ah, et je me suis pas présentée. Donc Jennifer Richard, enchantée. Dans la vie, je suis collaboratrice parlementaire pour ceux qui savent pas, pour un député de La République En Marche, et je bosse quasiment exclusivement sur les questions européennes depuis longtemps. Depuis Jennifer Richard, employée fictive, tout à fait, voilà. Je suis une Pénélope, très bien, très connue. Et oui, donc j'ai bossé dans les questions européennes depuis longtemps et j'ai fait mes études là-dedans et depuis je ne fais que ça quasiment, voilà. Mais j'en reparlerai si vous avez des questions à un autre moment. Bref, merci beaucoup pour nous avoir suivis et pour avoir été au rendez-vous. N'oubliez pas d'aller sur le Discord si vous en avez envie. Du coup, WIP va continuer à se développer. Et on espère que vous serez au rendez-vous pour qu'on puisse faire ça tous ensemble, voilà. Allez, des bisous, et on vous laisse avec le super jingle fait par Théo, bien sûr.